Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité à ce plateau Entretien Brut. Le plateau qui fait un décryptage de l'actualité nationale, internationale et régionale. Vous le savez très bien, nous avons toujours un invité avec nous et je suis accompagnée du chroniqueur qu'on va qualifier aujourd'hui. Il faut qu'on trouve un nom à notre chroniqueur, évidemment. Notre invité est Dr Ibrahim Aïdara. Il est psychologue, il est promoteur du cabinet Psy de ZA. Dr Aïdara, bonjour. Bonjour Fadima. Merci. Bonjour à notre chroniqueur. Merci d'être présent avec nous, de faire C'est un plaisir de nouveau d'être là. Et en seconde partie, évidemment, on va développer certains sujets avec le docteur sur ce plateau. Et comme je le disais, le chroniqueur qu'on a aujourd'hui, notre chroniqueur, il faut qu'on trouve un qualificatif. Comment ça? Moi, je pense que vos téléspectateurs me connaissent déjà, donc ils savent déjà de quoi on parle, de quoi on va parler. Super quoi? Il faut un super quelque chose. Bon, super fan super de journaliste, super investigateur, super... Bon, on n'est pas... Comme vous le savez, comme au Mali, on aime les qualificatifs. Non, là. On monte en grade. Mais vous savez quand même, dans notre métier, il n'y a pas de superlatifs. Donc, c'est vrai qu'il faudrait trouver la parade pour monter en grade et en tant que journaliste et tout. J'aimerais être peut-être à votre place pour faire le coup d'état. Mais la place, elle est tellement large. Elle est tellement large. Je vous la laisse pour quelques temps si vous voulez bien. Ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Et les stress des EDM franchement, moi j'ai le pouls là qui est tout le temps... c'est la meilleure amie des EDM, hein? N'est-ce pas? Je suis la copine. J'ai mon fauteuil là-bas en tout cas. À tout moment, je peux débarquer à l'EDM et puis sans invitation. Je n'ai pas besoin d'être invité, vraiment. Enfin, un coucou à la diaspora qui nous regarde par le monde. On leur remercie beaucoup de leur fidélité. Voilà, téléspectateurs, nous allons commencer nos dossiers, nos sujets. Le premier dossier qu'on a sous la main, les téléspectateurs ont pu observer les leur écran, à l'écoute des radios, comme quoi la SINABEF partait en grève et cette grève était décrétée du 6 au 8 pour la première phase et ensuite la deuxième phase c'était du 9 au 10. Lundi 10 où le secrétaire général, M. Amadoumba, a été libéré et sa libération a mis fin tout de suite à cette grève qui avait quand même, si on peut dire, paralysé beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs. Docteur Aïdara, comment vous avez observé cette grève, toute cette agitation, on pourra dire? Vous savez, même si j'ai vécu longtemps en Europe, j'ai milité aussi, il y a pas mal de mouvements et les structures syndicales. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché personnellement, dans le sens où, je dis, ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus. C'est un seul individu qui a été en avant. Et puis, les conséquences, c'est tout le Mali qui en prend vraiment de sérieux coups. Donc, je trouvais ça pas du tout correct. Pas du tout correct, pas de préavis. Et même s'il y avait un préavis, est-ce que ça vaut le coup de faire une paralysie économique de cette envergure? Donc ça ne m'a pas plu, ça ne m'a vraiment pas plu. Et puis on se dit que le pays est quand même en profonde crise. Il faut vraiment qu'on mesure un peu les actions de grève que l'on peut mener, c'est notre droit, mais vraiment pensons un peu à tous ceux qui peuvent souffrir de nos agissements. Quand on a un certain pouvoir, et là c'est notamment un pouvoir syndical, qui a semblé être vraiment quelque chose d'assez lourd quand même. On l'a ressenti, pas d'essence. On veut aller prendre nos sous à la banque, les banques sont fermées. Et donc les activités professionnelles, mon cabinet aussi en a eu un coup. J'ai eu par exemple des patients qui n'ont pas pu venir payer les consultations parce qu'ils se retrouvent sans fonds. Ils n'ont pas de carte bancaire et certains disent même que les distributeurs n'étaient pas alimentés. Donc vraiment il faut qu'on mesure un peu ce qu'on fait. Même si on peut ne pas être d'accord avec les autorités, mais voyons d'abord ce que ça cause. Et ça, c'est le côté un peu économique. Et si je parle en tant que psychologue, j'en ai bavé aussi, même en tant que psychologue, parce que j'ai eu des nuits difficiles. J'ai eu des retards de paiement, voilà, je m'inquiétais. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va aller jusqu'à la fête? Et puis bon, comment on va gérer?
quand on a déjà peu d'argent et le peu qui est prévu ne vient même pas. Donc vraiment, c'était très dur. C'était très dur. Voilà. Effectivement, c'était très dur. Alors, Solo. Bon, moi je crois que c'était pas quand même des grèves, c'était un arrêt de travail. Parce que en matière juridique, ça a son sens. Ils ont dit que c'est pas des grèves, c'était vraiment un arrêt de travail dû à une situation, à une circonstance. Et cette circonstance, faudrait-il peut-être le rappeler. Moi, on a déjà décrié comme quoi très souvent, c'est pas l'objet du débat et on ne maîtrise pas tous les contours. Souvent, quand on fait des débats sur certains thèmes, et les gens n'aiment pas débattre quand il s'agit de la justice, mais on trouve souvent quand même que les mandats de dépôt on distribue ça, on décerne ça à l'emporte-pièce. Et il y a combien de citoyens aujourd'hui qui sont sous mandat de dépôt alors qu'ils ne risquent rien, qui ne risquent pas de fuir, qui ne risquent pas ils engorgent seulement la prison centrale de Bamako qui devait accueillir 400. Aujourd'hui, on parle de 4500 prisonniers, dont 3000, plus de 3000 sont en détention provisoire. On voit que c'est énorme, mais quand on a vu qu'avec de gros poissons, ça passe pas, parce que Amadou Ba quand même a montré que mandat de dépôt, on peut le faire, mais avec lui, ça va pas marcher, parce qu'en règle générale, quand on fait mandat de dépôt, pour recouvrer, même ne serait-ce que la liberté provisoire, il faut peut-être minimum 1 mois, parce que les démarches pour avoir toutes les garanties et autres là, mais là, on a vu moins d'une semaine, il a été libéré, et c'est là où on doit ouvrir le débat autour de ces mandats de dépôt-là. Est-ce que la façon dont nos magistrats le font, est-ce que c'est souvent de la vengeance? Est-ce que c'est vraiment professionnellement quelque chose qui est recommandé? On doit se poser la question. Nous, en tant que journalistes, en tant qu'observateurs publics, on se doit ces explications, on se doit des questions et avoir des réponses. Parce que quand on voit les défenseurs des droits de l'homme qui s'alarment sur la situation de la surpopulation carcérale, c'est vraiment inquiétant. Et quand on voit les magistrats insensibles à ces cris de détresse, c'est vraiment très dommage. Mais cette fois-ci, ça a montré quand même que ce n'est pas tout le monde sur qui on met un mandat de dépôt et qu'il n'y a pas de suite à la fin. Et moi, j'ai vu une sorte de bras de fer entre deux corporations syndicales, parce que vous avez vu derrière le Sénabef, il y a quand même le Sami Silima aussi qui ont fait un communiqué pour dire qu'il faut appeler à leurs militants d'être sereins et tout, parce que au-delà de l'homme Amadou Ba, c'est quand même c'était une guerre de corporations, parce que Amadou Ba avait quand même dans toutes ses sorties une dent contre la justice, certains magistrats qu'il qualifiait de corrompus, qu'il qualifiait de souvent même de bandits, de tout le nom, et ces magistrats le cherchaient, l'attendaient des pieds fermes, et ils ont eu l'occasion et ils l'ont mis sous mandat de dépôt. Et c'est là où vraiment moi j'ai dit, est-ce qu'au lieu de le mettre sous mandat de dépôt, paralyser comme l'a dit notre docteur, tout le pays pour un seul individu, est-ce qu'il ne devait pas y avoir une autre alternative, par exemple au contrôle judiciaire, par exemple le mettre en garde à vue tout simplement, mais allez juste, quelqu'un vient dans votre bureau seulement vous décerner mandat de dépôt et basta, parce que c'est pensant que c'est un simple citoyen, alors que c'est quelqu'un quand même qui est à la tête d'un syndicat qui est fort, parce que son secteur quand même voilà, en plus du secteur qu'il représente, il est aussi le premier secrétaire adjoint de la plus grande centrale syndicale du pays. Donc moi je crois que les magistrats à ce niveau, je ne sais pas quelle a été leur motivation, mais ça a manqué à notre avis de journalistes. Vous avez la réponse à votre questionnement, parce que vous venez de dire que c'était quelqu'un qui était à l'œil, exactement, très très suivi et tout ça. Exact. Mais la question qu'on aimerait un petit peu avoir comme la question qu'on se pose et qu'on aimerait avoir comme réponse, et c'est beaucoup ressorti lors des discussions au sein des Maliens, c'est de savoir, est-ce que nous avons une justice à 2 vitesses, on va dire? Non, ça vraiment, tout citoyen sait comment les choses se passent. C'est en Afrique, ça on le sait.
C'est vrai, parfois on se réjouit, on dit que la justice a été à peu près correcte là, parfois incorrecte là, mais on sait. Bon, ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre, il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui se disent depuis toujours, hein, c'est pas seulement sous ce pouvoir, donc il y a des choses à améliorer, vraiment améliorer, pour que les citoyens se sentent vraiment égaux devant la loi, même si on sait que, voilà, si un poisson, comme disait sous l'eau, c'est pas le même que une petite souris. Hein. Donc il faut vraiment que la justice fasse beaucoup d'aménagements en termes de décisions judiciaires, que ce soit les peines prononcées, que ce soit les mandats de dépôt, que ce soit même le contrôle judiciaire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... J'en sais quelque chose parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en milieu carcéral, parallèlement pour certains détenus, des hautes personnalités. Donc il faut qu'on revoie le système, ça c'est clair. Et il faut que les autorités trouvent vraiment des solutions qui puissent apaiser vraiment les citoyens, parce que les gens ne croient plus en la justice. Les gens se disent que quand c'est eux, voilà, on les tape dessus. Quand c'est d'autres, on voit des grands commerçants, voilà, qu'on soupçonne de tel ou tel détournement, et puis bon, ils s'en sortent. D'autres, par contre, ils vont facilement derrière les barreaux. Voilà, c'est un boulot à faire. Je pense que c'est le travail le plus difficile. Remettre un peu de l'ordre dans le système judiciaire au Mali, mais en Afrique de façon générale. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a l'impression, comme Soule le dit, il y a pas mal de gros poissons, parce qu'on a vu aussi cette histoire avec Limbam Mamoudiko, lui aussi c'est un poisson, qu'on peut le dire aujourd'hui que la justice n'a pas pu. Mais aujourd'hui, les choses ont vraiment changé, hein, à tel point qu'il n'a même plus moyen de mettre pied sur le territoire malien. Bon, très généralement à ce niveau, parce que comme je l'ai dit, cette question de justice est tellement sensible que aujourd'hui, quand on parle de justice et quand on parle souvent de certaines erreurs judiciaires, parce que le Mali, en tant que pays, ne reconnaît pas d'erreurs judiciaires. Parce que dans d'autres pays comme les États-Unis, quand vous êtes victime d'erreurs judiciaires, on vous dédommage, on vous rend justice. Voilà, on vous rend justice, on vous fait des compensations financières et tout. Mais au Mali, il n'y en a pas. Vous passez, vous perdez 3 ans, 4 ans de prison, après vous sortez innocent, on vous innocente. Vous avez perdu, voilà, ça s'arrête là. Vous êtes content d'être libre, mais après tout. Les gens ne connaissent pas leurs devoirs. Exactement. Aussi, leurs droits. Parce qu'il y a ça aussi, mais c'est quand même les magistrats et autres là qui doivent. Parce que le ministre Kazogé, quand il est arrivé, il a même les premières circulaires qu'il a fait circuler, c'était vraiment au niveau de contrôle des maisons d'arrêt par les procureurs. Parce que les procureurs, très généralement, ils mettent les gens sur le mandat de dépôt, après ils ne font pas le suivi. Et même je crois qu'il y a la loi de procédure, le code pénal et le code de procédure pénale sont en relecture. Et dans ça, je crois que nous, on a été écoutés par la commission du CNT qui est en charge de ça, la commission loi, bien sûr, du CNT. Nous ont assuré que désormais, quand les procureurs ne font pas ce contrôle et que le régisseur, sinon les régisseurs des prisons, les maisons d'arrêt qui savent que les détenus qui arrivent à date échéante peuvent sortir de prison, s'ils ne le font pas, ce sont les régisseurs qui seront pris comme responsable, quelque chose comme ça. C'était pas vraiment exactement mais c'est quelque chose que les régisseurs, on donne beaucoup plus de pouvoir maintenant aux régisseurs de libérer les gens quand ils arrivent. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans les maisons d'arrêt, il y a certains qui sont seulement trucs provisoires, détention provisoire, ils sont à 7 ans, à 7 ans, 10 ans, parce qu'on les a oubliés. Les dossiers ne sont plus dans les trucs. Donc il y a ces trucs. Aujourd'hui, comme il l'a dit, il y a lieu de réformer. Tout le monde le parle, mais tous les régimes qui viennent, avant de venir, les régimes parlent de cette même justice. Mais quand ils viennent, ils font cette même justice, les bras armés. Et c'est ça le bas blesse. Sinon, tous les régimes qui viennent de ATT, IBK, Alpha, même aujourd'hui, le M5, tout le monde en a parlé de cette justice. Mais qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas parce que ça fait leur affaire. Et aujourd'hui, on doit avoir une justice du peuple. Parce que la justice, quand même, est rendue au nom du peuple. Et c'est de quel peuple? On ne rend pas la justice au nom d'un régime. On rend la justice, voilà, on rend la justice au nom du peuple malien. Et quand on rend au nom du peuple malien, je crois que tout n'est pas mauvais. Il y a des magistrats qui font bien leur travail. Mais comme dans toute corporation, il y a, comme on appelle les brebis galeuses dans toute corporation, je crois qu'il faudrait faire
beaucoup, parce que moi j'ai l'impression qu'on s'amuse avec la liberté des gens au Mali. Avec la justice malienne joue avec la liberté des gens. Imaginez que quelqu'un qui peut être sous mandat, sous contrôle judiciaire, ou juste on l'entend, on lui dit, on met à la disposition de la justice, donc vous restez à la disposition de... Au lieu de le laisser quelqu'un qui, parce qu'au Mali, quand on prend un chef de famille, c'est pas seulement lui, sa personne. Il nourrit combien de personnes? On ne fait pas calcul de tout ça. Il y a des dommages collatéraux. Exactement. Donc on le met en prison alors que lui, il ne peut pas fuir parce que souvent, très généralement, les gens n'ont même pas certains qui sont à la maison d'aller, même quand vous leur demandez carte d'identité, ils n'en ont pas, appelé forte raison passeport pour fuir, ils n'ont pas les moyens pour fuir. Donc ces gens, on les met en prison parce que donc moi je crois que alors qu'en justice, il est dit que c'est la prison qui est exception. Mais justement, la liberté est un principe. Mais au Mali, on a l'impression que la liberté est devenue exception et la prison est devenue le principe. Et ça, c'est vraiment dommage à ce niveau. Justement, c'est ce que Amadou Ba, dans ses sorties, disait. Il disait qu'on avait souvent l'impression, je reprends un peu ce qu'il avait dit, hein, l'idée en fait de ce qu'il avait dit, on a l'impression que les incarcérations aussi sont faites pour pouvoir mettre en place ou bien alimenter une sorte de business. Parce que dans ses propos, il le disait haut et fort à qui veut l'entendre, comme quoi on arrêtait des personnes, on les incarcérait justement pour pouvoir monnayer l'obtention de... Voilà, c'est ça. Très généralement, on le dit parce que nous, en tant que journalistes, dans nos investigations, il ressort très souvent qu'il y a certains poids lourds, les gros poissons dont je parlais, faisaient obtenir la mise en liberté provisoire contre des cautions. Donc, il y a les cautions. Il n'aime pas qu'on parle de caution, mais il parle de cautionnement. Et on m'a dit qu'il y a différence entre les cautions et le cautionnement. Donc, où ça va tout cet argent aussi? Voilà, exactement. Donc, très souvent, ça va dans le trésor de l'État. Bon, très généralement, c'est de l'argent aussi que l'État ne doit pas manger, ne peut pas manger parce que c'est une caution, c'est une garantie pour l'individu. L'individu montre sa bonne foi en payant cette somme qu'il se reproche de rien et il ne va pas fuir. Et quand il fuit, l'État maintenant va dire contre ta fuite, on a cet argent-là. Donc en ce moment, l'État peut utiliser. Du moment où l'individu reste trouvable, reste joignable par la justice, cet argent ne peut pas être utilisé dans ce cadre. Mais on ne sait pas après, est-ce que comme même dans la procédure malienne, la liberté provisoire dont tout le monde parle, ça n'existe même pas. La liberté provisoire n'existe pas dans les textes maliens. C'est juste, vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre. Il n'y a pas de liberté provisoire. On veut Amadou Aya Sanogo, il a bénéficié de liberté provisoire depuis combien d'années? Il n'y a plus Jusqu'à présent, il est en liberté. Il n'y a pas de liberté provisoire. Tous les praticiens du droit le disent. Il n'y a pas de liberté provisoire dans les textes maliens. Donc, après, on se pose des questions, mais comme on dit, comme c'est un domaine qui peut jouer avec votre vie, donc les gens préfèrent souvent zapper, voilà, se taire. Zapper et se taire. Parce que c'est quand même des structures ou des personnes qui ont un certain pouvoir. Hein, non, c'est des demi-dieux, on les appelle les demi-dieux dans certains milieux. C'est à la limite des dieux même, on va dire. Hein, c'est plus les demi-dieux. Hein. Aujourd'hui, c'est à la limite des dieux. On faisait un mandat de dépôt. Souvent, par exemple, le cas d'Amadou Ba dont on parle, c'est syndicat entre deux syndicats qui se bagarrent. Et vous prenez la personne, il n'y a pas eu de truc, parce qu'il y a eu place seulement, vous mettez la personne en mandat de dépôt. Et comme je dis, en sachant bien le rôle de la personne, en sachant bien son poids, même si c'est une petite taille, Amadou quand même il a un grand poids dans le monde syndical. Tout le monde le sait. Et certains disaient que vous disiez que les peuples n'ont pas de poids, mais lui là il a le poids. Il a du poids en tout cas. Ils ont démontré. Parce que voilà, il a empêché tout le monde de dormir. Parce que en cette veille de fête de Tabaski, moi perso, je me disais qu'est-ce qu'on va faire. Parce que comme il a dit, il y a certaines banques qui ont même refusé d'alimenter les distributeurs. Donc vous n'avez pas les banques ouvertes, tout, c'est compliqué. Donc vous voyez que même le président Assimi Goïta a dû s'investir
pour obtenir sa libération. Donc, il y a mandat de dépôt et mandat mais de là, dépôt. je peux penser que le président, déjà pour une fois, le président avait combien de fois dit qu'il n'intervenait pas Exactement. pour la libération ou l'arrestation de certains cas. Mais là, on voit que c'est carrément justement, vous autre avez posé chose. même une question de justice à deux vitesses. Oui. Je crois que ça existe dans tous les pays. Hein. Ce n'est pas seulement qu'au Mali ou en Afrique. Ça existe dans tous les pays. Donc, c'est une confirmation de plus. Exactement. Dans tous les pays, même les pays dits développés démocratiques, la justice est souvent sous ordre. Quand le président dit celui-là, pour l'intérêt tel, il faut le libérer, on le libère. Souvent, on fait même des échanges entre les prisonniers et souvent certains otages. Donc, vous voyez que voilà, la justice est toujours utilisée par les différents régimes. Est-ce que vous pensez que ça discrédite un petit peu la transition pendant cette période et puis l'appareil judiciaire, le cas Amadou? C'est pas le seul problème qui peut discréditer la transition. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. C'est vrai que ça, c'est une goutte en plus qui pourrait déborder. Si jamais on n'était pas arrivé à une sortie emménagée, je pense que ça aurait fait quand même pas mal de bruit, pas mal de tâches et beaucoup de mécontents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent d'une façon ou d'une autre le pouvoir, la transition. On commence à entendre des voix, même des citoyens lambda, hein, pas forcément des poissons, des gens qui parlent, qui sont mécontents. Parce que justement, il y a énormément de problèmes. Mais il faut faire attention quand il s'agit de la justice. Parce que vraiment, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet qui peut amener beaucoup de frustration, beaucoup de mécontentement au sein de la population. Et on sait toujours que la psychologie, comme on dit, la psychologie de la foule, il faut s'en méfier. Voilà, les gens ils se taisent, mais quand ils commencent à se fâcher, ça peut faire des dégâts. Donc, Dieu merci, jusqu'ici, on arrive. Voilà, on dit que le peuple est résilient, mais attention quand même. Attention, voilà, c'est des bombes à retardement. Voilà, les gens ils ne veulent pas aussi se soulever comme ça pour créer un certain désordre ou dire qu'il nous faut d'autres personnes au pouvoir. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Donc il faut vraiment réfléchir. Et le pouvoir doit savoir que voilà, c'est des petits avertissements qui sont là. D'autant plus qu'on ne sait pas quand est-ce que la transition va finir. Donc pour le temps qui reste, même si c'est court, moyen ou long, il faut vraiment faire attention à des soulèvements, à des mouvements comme ça qui peuvent amener parfois à des solutions qui ne sont pas du tout attendues. Et que Dieu nous en préserve parce que ce pays quand même a assez souffert et souffre toujours. Donc, tout à fait. Voilà. Bon, moi je ne crois pas que ça décrédite les autorités, mais moi je crois qu'ils ont été sages d'écouter les alertes. Parce que comme le docteur vient de dire, c'est des signaux. Souvent les signaux ne sont pas, qui ne sont pas bruyants, mais c'est des signaux silencieux qu'il faut prendre en compte. Donc ils ont pris, ils se sont impliqués. Parce que, comme vous le savez, si Assimi est aujourd'hui président de plein pouvoir, c'est parce que c'est l'INTM est passé par là. Quand Bandao Mouktarwan était là, l'INTM avait décrété quand même une grève de 3 jours après, projeté d'aller même une grève illimitée. Et c'est même dans le premier discours de retrait des prérogatives du président et du Premier ministre, les revendications de l'INTM faisaient partie. Donc quand le commandant Baba lisait le premier discours, ça faisait partie. Et la première rencontre entre le président Assimi Goïta et les acteurs de la société civile, c'était justement l'UNTM. Ils ont invité l'UNTM d'abord, après c'est les autres. Donc ils savent que le poids et le Mali, dans les luttes syndicales maliennes, les gens savent le poids des syndicats, surtout de l'UNTM. Même Moussa Traoré, paix à son nom, qui a fait 23 ans, il avait quand même a chuté. Voilà, a chuté parce que l'UNTM s'est mobilisé. Et l'UNTM, le siège de l'UNTM, la bourse du travail, était quand même le QG de la lutte contre le régime dictatorial de Moussa Traoré. Donc aujourd'hui, je crois que nos autorités, en ouvrant le dialogue, en ayant fait ce qu'il devait faire pour stopper l'hémorragie, parce que ça devait être, si jamais ça continuait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, on ne saurait pas quel syndicat, quel autre syndicat allait être dans la danse. Donc ils ont été sages. Mais c'est vraiment, ça fait partie d'être un dirigeant. Et je ne vois pas en quoi ça les décrédibilise, mais quand même, ils ont joué le jeu et c'est au bénéfice
de tout le monde, malgré ce qu'on a connu comme frayeur, comme inquiétude par rapport à la célébration de l'Aïd el-Kébir. D'accord, merci beaucoup. Heureusement qu'il y a eu un heureux dénouement de la situation, sinon ça allait être vraiment chaud pour cette période de Tabaski. Voilà, maintenant on peut dire que les moutons sont garantis pour certains. Même si c'est encore très chaud. C'était quand même souhaité que cette lutte durait, parce que c'était un alibi pour eux aussi de dire comme les banques sont fermées, là, il n'y a pas eu de moutons. Peut-être que ça aurait pu faire baisser les prix des moutons aussi, sûrement, on peut espérer ça. D'accord, merci beaucoup pour ce premier décryptage. On a un deuxième dossier, un sujet qui revient souvent, comme le disait Soulo, ça c'est mon ami l'EDM, je pourrais dire ça ainsi. Alors, dernièrement, en date du 9 juin dernier, on a pu prendre connaissance de l'acquisition de 15 groupes électrogènes remis, offerts, donnés par le président de la transition Assimi Goïta. Voilà, les 5 groupes électrogènes, ça fait quand même quelques jours. Ils sont branchés, ils ne sont pas branchés. Il faut du carburant pour les faire marcher. Il faut quand même du carburant pour les faire marcher. Quelle lecture vous avez pu faire de ça? Vous savez, nous, on interprète tous les psychologues. On voit le côté psychologique. C'est-à-dire que, mais moi, en voyant ces groupes, j'ai dit, ouf, enfin. Mais je sais très bien qu'il faut du gasoil. Et beaucoup de gasoil. Et je pense que beaucoup de citoyens aussi se sont réjouis d'avoir eu cette fois-ci de vrais groupes, parce qu'on a eu des groupes. Voilà. Et on espère que ceux-là sont des vrais groupes. Donc ça soulage un peu, mais c'est un soulagement provisoire. Parce que ça fait quand même quelques jours. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin d'autant de temps pour pouvoir faire marcher un groupe. On appuie sur un bouton, ça marche, mais sauf qu'il faut du carburant. Donc, ça soulage, effectivement, mais après, la frustration peut vite revenir parce qu'on s'est dit tout ça, c'est pourquoi. Peut-être qu'ils n'ont même pas le prix du carburant, le gasoil, peut-être qu'ils ne savent même pas comment les installer ou les installer, mais on s'étonne quand même que ça traîne. Donc la frustration revient très vite, au fait. Donc il faut qu'on sache calmer les esprits sur la durée. Parce que vraiment, les gens souffrent. Les gens souffrent. Ça fait un moment qu'on est dans ces problèmes avec cette fameuse société EDM. Et l'énergie est à la base de toute entreprise humaine. Je précise bien toute entreprise humaine. À la maison, on a besoin de courant. Les vendeurs de Djiméré, ils ont besoin de courant. Voilà. Les vendeurs de glace, on mange tous les jours. Donc la viande est à conserver. Le poisson est à conserver pour ceux qui ont les moyens de s'acheter. On a besoin de lumière aussi. Et donc il y a l'insécurité aussi. Quand c'est obscur, on commence à avoir peur. On a peur de dormir dans le noir. Il y a des personnes âgées qui sont malades, les enfants. Donc vraiment, c'est un fondement de la vie. Et il ne faut pas qu'on traîne encore. Moi, j'aurais pensé ou voulu qu'il y ait des assises sur cette crise énergétique plutôt que la rencontre qui a eu lieu avec les citoyens, le dialogue national. Mais je pense que c'est un problème vraiment qu'il faut prendre à deux bras le corps. Ce n'est pas seulement le président. Vous savez, on entend souvent que c'est le président qui peut gérer ça, qui essaie de prendre des décisions. Il est à saluer pour certaines choses, mais il n'est pas seul. Il a des ministres et il y a aussi des gens dans cette entreprise qui doivent vraiment penser maintenant à une solution durable. On s'est réjoui aussi avec le démarrage des entreprises solaires, mais ça prend du temps tout ça. D'ici là, on fait quoi? D'ici 1 an et demi. Voilà, on fait quoi? On continue à ne pas fonctionner. Les entreprises n'ont pas les moyens pour faire tourner des groupes, pour ceux qui ont les groupes, et puis ça coûte excessivement cher. Quand l'économie est à terre, parce que le pays aussi a perdu beaucoup de partenaires, on n'a pas de richesse énorme, il ne faut pas qu'on se trompe. Et donc, on a besoin de liquidité, on a besoin d'argent pour pouvoir acheter le gasoil. Donc oui, ça soulage, mais voilà, les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes, ils savent qu'il nous faut de l'électricité. Même si c'est un peu d'électricité, on sait qu'on n'aura pas 24 heures d'électricité, mais qu'on ait quelques heures. On est passé par la période de délestage pendant la période de carême. Ça n'a pas été suivi, le programme qui a été proposé. On disait on va avoir quand même 6 heures de courant, pas de problème. Vous voyez comment on se contente du peu, moins que le peu même d'ailleurs, alors que c'est notre droit. Les gens se plaignent, ils payent des factures d'électricité, ils n'ont pas d'électricité, on ne sait pas comment c'est facturé tout ça. Donc il y a vraiment énormément de frustration et je pense qu'il faut agir par rapport aux priorités de ce pays.
On a eu déjà une certaine stabilité en termes de sécurité. Voilà, on a pu retrouver Kidal, c'était vraiment la ville qu'il fallait acquérir. Ben voilà, c'est pas tout. Attention, les dangers sont un peu partout, quoi, en fait, un peu partout. Et vraiment, le peuple souffre. C'est pas tout le monde qui a de l'argent pour acheter des panneaux solaires. Les gens disent mettez des panneaux solaires, mais ça s'improvise pas. Et puis on a vu toute une mafia aussi derrière. Les gens qui s'improvisent terriciens de panneaux solaires. Les gens essaient d'avoir un peu d'économie et puis ben, ils se font attraper, pas de balai. Bon, voilà. Ça fait trop de problèmes. Tout à fait. On ne s'en rend pas compte, hein, mais il y a beaucoup qui ont injecté des sommes pour installer ces panneaux solaires. Et aujourd'hui, ces panneaux solaires, soit ça ne marche pas, soit c'est grillé, soit c'est de la mauvaise qualité. Et donc, c'est quand même clair. Sous l'eau par rapport à l'acquisition de ces 15 groupes électrogènes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de groupes? Est-ce que ce sont les groupes-là qui nous manquent? C'est plutôt le carburant qui nous manque, parce que toutes les centrales, c'est ça qu'elles disent. Elles disent il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de carburant. Et la Russie nous a promis des millions de litres de carburant. On ne sait pas. C'est en route. Bon, ça devait être en Guinée, parce qu'ils ont dit que c'était en Guinée. Et entre-temps, il y a eu feu là-bas dans les entrepôts à Conakry. On ne sait pas si ce sont nos litres là qui sont partis en fumée, ou bien c'est toujours parce que ces installations qui ont été consumées, on est en train de les reconstruire, on attend ça. Et entre-temps, on a aussi parlé de notre voisin Niger qui nous a promis d'envoyer 150 millions, quelque chose comme ça, de litres. Et la première tranche était venue, mais la deuxième tranche, on l'attend, on scrute le ciel au niveau de Gao, la Béjanga, ça, on ne voit rien. Et on nous dit, on nous donne des groupes électrogènes. C'est vrai que le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Bamako, peut-être toutes les centrales de Bamako ont des groupes électrogènes. Néanmoins, dans certaines localités, il y a ce fort besoin de groupes électrogènes. Mais aujourd'hui, que ce soit à Bamako, à Tombouctou, on nous parle beaucoup plus de carburant que de groupes électrogènes. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis que le conseiller à l'électricité du président, peut-être qu'il a mal calculé le besoin, il a mal évalué le besoin dont les Maliens ont besoin aujourd'hui, dont l'EDM a besoin aujourd'hui. Ou bien, peut-être qu'on ne dit pas tout, ça aussi c'est possible. Souvent, on ne dit pas tout, voilà, pour ne pas frustrer, on ne dit pas tout au public, on garde souvent certaines choses et petit à petit on résout le problème à grande échelle. Souvent aussi on fait une communication désorientée. Peut-être d'ici le mois, la fête de Tabaski, peut-être pour la fête de Tabaski, on aura l'électricité H24. Non mais ça c'est... On peut espérer ça. En fait, c'est le message aussi que je veux faire passer. Hein. Comme le disait Imam Mahmoud, dit que le Mali a quand même du génie. Le génie malien peut travailler, peut faire ainsi. On espère tous que le Malien est courant H24, mais avec des groupes électrogènes sans accompagner par des litres de gasoil, c'est l'heureux. C'est l'heure, sinon on sait que ce n'est pas possible, ce n'est pas en claquant les doigts qu'on va avoir courant H24, ou c'est pas qu'en espérant qu'on peut avoir. Il faut travailler, c'est le travail qui paye. Donc si aujourd'hui, avec tout ce que le docteur l'a dit, par exemple, on est en train d'appauvrir les Maliens au profit de l'État. Par exemple, l'État a ses entrées d'argent. Les impôts, les taxes, par exemple les mines d'or, tout ça c'est l'État. Mais les populations qui s'appauvrissent aujourd'hui, comment ils peuvent se rattraper après? C'est ça aussi le problème de l'EDM. Tant que l'EDM, on se dit qu'on est en train de tuer peut-être une génération entière, on est en train d'appauvrir une génération entière, tant qu'on ne met pas ça dans les calculs politiques du gouvernement, ça va être compliqué. Parce que, comme j'ai dit, l'État, quel qu'en soit Alpha, l'État aura toujours ses entrées. Mais c'est quand même... Les Maliens, moi, c'est ce que j'ai dit. Avant la crise sécuritaire qu'on a connue, par exemple, les partis comme le centre, le nord, n'avaient pas besoin de l'État. Ces gens la vivaient parce qu'il y avait de l'élevage, parce qu'il y avait le maraîchage, parce qu'il y avait l'agriculture, parce que il n'y avait pas besoin de l'État. Ils payaient leurs impôts dus à l'État. Donc,
aujourd'hui, avec ces crises, eux aussi doivent attendre de l'État. Ces gens attendent, nous, nos parents attendent de l'État. Que l'État leur vienne en aide, tout. Donc l'État a tellement de trucs à supporter que aujourd'hui on met ces petites mains-là qui aident. Par exemple, moi je suis le support de ma famille au village. Imaginez que dans ce contexte, de prendre ma famille, ma petite famille ici à Bamako en charge et prendre comment prendre les autres. Vous voyez que c'est compliqué. Énorme, donc c'est très très énorme. Donc il faut calculer tous ces aspects-là pour laisser l'EDEM de côté. Et l'autre jour, on en avait discuté ici. Je crois qu'on a laissé le problème de l'EDEM au second plan. Et ça, c'est vraiment un très mauvais calcul politique pour dire que non, les gens peuvent s'acheter de groupes. Les gens peuvent acheter, si dans les conditions normales, oui, les Maliens peuvent s'acheter. Si l'économie est quand même exactement, assez soutenue. Exactement. Aujourd'hui, on a envoyé tellement de gens au chômage, des ONG qui sont partis, des structures onusiennes qui sont parties. Vous voyez, toutes ces gens se retrouvent au chômage. Et malgré tout, parce qu'au Mali, un individu qui travaille peut nourrir jusqu'à 20 personnes. Et si cet individu part au chômage, toutes ces 20 personnes-là vont rester comme lui dans la galère. Donc, il faut vraiment que nos autorités songent à résoudre ce problème de l'électricité au même titre que le problème sécuritaire. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Et il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc les deux vont ensemble. Et le développement ne peut pas se faire aujourd'hui au XXIe siècle sans l'électricité. Ça, c'est impossible. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ce silence assourdissant? Parce que moi, étant un petit peu à cheval sur tout ce qui est autour de l'EDM, la situation socio-économique que nous vivons aujourd'hui, moi, j'ai fait une observation. Je ne sais pas si ici, ça a été pareil avec vous. Mais quand la ministre de l'Énergie était en Russie pour aller signer les conventions, on avait toujours le ministre de l'Économie et des Finances qui était juste à côté et qui a même intervenu quelquefois par rapport à ce partenariat sur les démarches. Mais au sein du pays, au Mali, on n'a pas vu le ministre de l'Économie sortir, pouvoir expliquer aux Maliens l'impact sur l'économie, quels sont les plans d'urgence mis en place pour pouvoir soutenir ces petits secteurs-là qui sont en train d'écrouler. Ça, c'est l'une des choses. Et la deuxième des choses, je me dis, mais beaucoup sont en train de perdre leur emploi, les entreprises ferment. On a un ministère qui s'appelle le ministère de l'Emploi, de la Formation et tout. Ce ministre, on ne l'entend pas. On ne le voit pas. On ne sait pas quel plan d'urgence il prévoit, quel message d'apaisement il peut lancer aux citoyens. Je trouve que la transition a des failles quelque part. Elle a beaucoup de problèmes, mais j'ai l'impression qu'on ramène tout à Assimi. Et quand on ramène tout à Assimi, la question que je me pose, je me dis, si on ramène tout à Assimi, alors pourquoi on a des ministres et des ministères? Moi, je crois que c'est un plan que la présidence même a travaillé, n'est pas donner la parole à tout le monde. Et si tous les ministres expliquaient, parce que les ministres... Là, c'est cas d'urgence. Hein. Oui. Je ne vais pas devenir raconter n'importe quoi. Non, c'est ce que j'ai dit. On a choisi un ministère... c'est pourquoi, très généralement, dans la structure gouvernementale, le ministère de la... le porte-parole du gouvernement était toujours rattaché au ministère de la Communication. Mais cette fois-ci, ils ont rattaché, très généralement, soit c'est des ministères quand même basiques, on donnait le porte-parole. Mais cette fois-ci, on a vu que c'est le ministère clé de l'administration territoriale qui a le porte-parole. Donc ce n'est pas rien. C'est pas n'importe qui. Ce n'est pas rien. Donc je dis que c'est une tragédie. Ça, c'est quand un État fonctionne normalement. Mais quand il y a des urgences... Exactement. C'est une stratégie bien rodée pour le faire. Aujourd'hui, quels sont les ministères qui ont la parole, qui peuvent parler? C'est le ministère, comme vous l'avez dit, Assimi peut parler, Abdoulaye, il peut parler, Sadio peut parler. Moi, je ne vois pas d'autres ministres parler de leur propre situation. Pas plus. Sinon, les autres là, ils accompagnent les autres dans les activités. Basta. C'est leur rôle. Quand le Premier ministre, même le Premier ministre lui-même, il n'a pas de parole.
C'est pourquoi quand on les invite dans les petits grains, ils prennent la parole, ils ne laissent pas, ils parlent jusqu'à 5-6 heures de temps, tout ça. Parce qu'il sait qu'on ne donne pas la parole, donc quand il prend seulement, il ne lâche pas. Donc c'est vraiment, moi je vois, hein, c'est un plan de la présidence qui dit il ne faut pas que tout le monde parle, il faut que quand il y a ceci, il faut que. Donc c'est ça qui fait que, c'est pourquoi l'autre jour on parlait ici, aujourd'hui, quand on voit le résultat sur le terrain, on voit que le ministère de la Défense, à minima, le ministère... La santé aussi. Oui, le ministère de la Santé, oui, parce que je crois que les actions sociales sont là, les œuvres sociales sont là, mais sur le terrain, le ministère de la Défense et le ministère de l'administration territoriale à minima. On les voit parce que les gouvernements sont tous logés au niveau du ministère de l'administration et les décisions fortes pour chasser nos partenaires, c'est le ministère de l'administration. À part ça, je ne vois pas les autres ministres jouer leur rôle vraiment comme ils se devaient. Sinon, comme vous l'avez dit, en temps normal, si c'était un président démocratiquement élu qui était à la tête, un président civil qui était à la tête, moi je ne vois pas pourquoi le ministre de l'Emploi ne sortirait pas pour donner pourquoi ou de l'énergie pour donner pourquoi et de l'économie, voilà, de l'économie aussi. Donc il y a beaucoup d'autres secteurs, de l'éducation, des moyennes et petites entreprises, il y a tous ces ministères là sont là, ben on ne les attend pas parce qu'ils savent tous le seul problème qu'il y a, tout le monde le sait, c'est le problème d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, c'est pas tout le monde qui peut parler. Donc c'est pourquoi, non, tout le monde le sait. Au niveau des ministres, au niveau des ministères, tout le gouvernement le sait. En fait, le seul problème, c'est l'argent. On fait comme si tout va bien, pourtant tout ne va pas bien. Ils savent que tout ne va pas bien. Merci beaucoup, Soulo. Docteur Aïdara. Il ne faut pas oublier une chose. Je pense que les citoyens s'en rappellent. La ministre de l'Énergie est passée à quelques reprises. Première fois, ça a soulagé un peu, voire même beaucoup. Deuxième fois, ça a été la catastrophe. Et on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'elle parle. Parce que quand elle parle, ça fait des dégâts. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on a laissé un peu agir le président directement. Sinon, la ministre pouvait aller offrir les groupes. Hein. Le président est assez occupé pour ça. Donc, il y a un gros problème de communication parce que justement, la situation géopolitique du pays est assez sensible. Il ne faut pas parler et agir n'importe comment. Alors que tout le monde ou la majeure partie des Maliens disent que le président Assimi, c'est quelqu'un qui ne parle pas et quand il parle en général, il est assez efficace. C'est bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très apprécié par beaucoup de Maliens. Et donc, le problème de communication étant quelque chose d'assez sérieux dans ce pays, on ne va pas prendre de risque. Deuxième chose, et comme le problème est tellement profond, on sait très bien qu'on n'a pas de solution immédiate. Voilà pourquoi on prend des petites solutions par là. Les groupes, mais il n'y a pas de carburant. Les entreprises solaires qui sont vues, mais ça prend 15 mois minimum. Donc, ce n'est pas évident. Mais nous, on a besoin du courant là. Vous êtes en train de marcher sous groupe électrogène. Moi, j'ai besoin aussi de courant à mon cabinet. C'est un groupe. Mais on ne peut pas continuer tous les jours avec le groupe. Donc, il faut aller chercher. Ça va coincer. Ça va coincer. C'est-à-dire que même quand on a l'argent pour payer le carburant, en tout cas pour ce qui concerne les groupes à domicile ou dans les entreprises, ils craquent. Ce sont des machines qui sont là pour dépanner. Ce n'est pas les mêmes groupes qui sont offerts à l'EDM. Hein, voilà. Donc là, il faut vraiment des solutions concrètes. Et je me demande pourquoi on ne lance pas un appel à des grosses entreprises qui sont connues dans ce monde. Moi, j'ai fait mon doctorat en Allemagne. Voilà, ils sont connus. L'énergie solaire est très puissante là-bas. Pourquoi on ne fait pas appel à des grandes entreprises comme ça, même si elles sont privées, pas forcément étatiques, pour pouvoir nous trouver une solution de dépannage pour une année ou une année et demie, le temps que les groupes fournissent, il y a assez de carburant, les solaires, ça marche. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on veut définitivement tourner la porte à ces partenaires qui sont partis? Parce qu'il y a ça aussi. Le choix. Voilà. On réfléchit beaucoup comment on peut voler de nos propres ailes. Sauf que les ailes sont assez lourdes. Ouais. Les ailes sont assez lourdes et sincèrement, il est temps de revoir ce problème crucial de l'EDM. C'est ce que je disais, c'est une crise énergétique qui dure depuis toujours, mais surtout depuis 2-3 ans. On n'en peut plus, il faut vraiment trouver des alternatives. Hein, et très rapidement. Ouais. Très rapidement. Et surtout quand on dit que le mal, le problème est profond, ça date depuis avec la gestion des politiciens, des démocrates.
Mais moi, la question qui me revient tout de suite, je me dis, mais les DM, leur gestion, c'est pas une continuité? Non. Absolument pas. Non. Ça montre à suffisance que celui qui vient, il fait ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'ils ont eu plusieurs directeurs généraux, là. Ils ont eu un nombre de directeurs généraux en peu de temps. C'est un balai de directeurs généraux qui passe à chaque fois et les uns les autres, c'est assez compliqué. C'est toujours compliqué. Nous souffrons, en tout cas, ce dossier, on espère que pour la Tabaski, le message qui passe un petit peu pour nos autorités, qu'on puisse avoir l'électricité toute la journée. Il faut frire tes viandes, hein, sinon il ne faut pas compter sur... Il faut griller, hein. Il faut frire. Mais c'est pas seulement que ça. C'est pas seulement... On verra tout de suite avec Dr Aïdera l'impact de ce manque d'électricité. Et on oublie une chose, on oublie les enfants. On a tendance à voir les adultes qui travaillent, comment travailler et tout, mais et les enfants qui vivent tout ça, leur monde aussi est bouleversé, on verra tout ça. En tout cas, les dossiers au niveau de notre pays sont pour l'instant bouclés, mis de côté pour certains. On a un seul dossier international et ça c'est vraiment très très rare. International, il s'agit de notre ancien partenaire, notre ancien colon, si on peut dire, la France. Récemment, pas plus tard qu'avant-hier, on a vu le président de la République française, Emmanuel Macron, dissoudre l'Assemblée nationale dû à, comment on va appeler ça, c'est l'échec de la gauche, quelque part. C'est l'échec et de la droite. Et ça craint, ça craint. On aimerait bien avoir une idée de ce que vont pouvoir devenir les Maliens vivant sur ce sol, la diaspora. Quel impact pour eux si jamais les choses ne tournent pas à leur avantage, notamment la montée et l'installation de l'extrême droite avec Marine Le Pen qui ne mâche surtout pas ses mots. Il est clair que les conséquences vont être... Il faut se préparer psychologiquement. Hein. Sincèrement, ce n'est pas parce qu'on veut être alarmiste, mais la réalité, elle est là. Moi, je suis même un citoyen de double nationalité. Je sais très bien ce que c'est. J'ai vécu longtemps en France, je suis né là-bas. La diaspora est assez lourde. C'est un gros poids politique, c'est un gros poids économique. On sait que rien que les ressortissants de la région de Caille, ceux qui investissent au Mali, c'est énorme. Et puis, on a beaucoup d'intellectuels aussi qui interviennent là-bas, qui travaillent. Ce n'est pas parce qu'on a la nationalité qu'on va être épargné si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir. Ça, il faut être sûr. Ça, il ne faut pas que les gens se réjouissent. Moi, je suis français, je ne serai pas une cible. Non. Le racisme, on s'en fout. Hein, ce n'est pas marqué que j'ai la nationalité américaine ou française quand on nous voit. Et il y a beaucoup de pays en Europe, aussi en Allemagne où j'ai fait mon doctorat, beaucoup de pays en Europe où on voit une montée vraiment inquiétante de l'extrême droite. Donc ce n'est pas seulement la France. Mais ce qui est très très sérieux pour la France, c'est que c'est un pays qui a existé grâce à l'Afrique. C'est les Africains qui ont sauvé la France. Ça, il ne faut pas se cacher. Peut-être que les Français n'aiment pas entendre cela, mais c'est grâce aux tirailleurs français que la France a été libérée. Sinon, à Paris, tirailleurs sénégalais. Voilà, tirailleurs sénégalais, sinon la France serait encore en train de parler allemand. Ça, c'est clair. Moi, j'ai travaillé en Alsace et à la frontière de l'Allemagne. C'est vraiment les Allemands ont eu chaud parce que la France a été secourue par ces tirailleurs sénégalais. Et donc, la diaspora, c'est médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Même s'ils ont la double nationalité, qu'ils sont noirs ou arabes, ils vont recevoir un coup. L'extrême droite, elle est passée par des actes de dénigrement, des actes qui blessent vraiment l'intégrité de la personne. Quand on vient te dire sale noir, retourne chez toi, ça fait très mal. Et quand ce sont des enfants, ça fait encore beaucoup plus mal. Donc, j'invite vraiment la diaspora malienne, qu'elle soit binationale ou pas, à aller voter. Vraiment, ça, c'est encore le problème, les gens ne votent pas. On a dit 1 Français sur 2 à peine est allé voter. Donc, c'est ça qui a amené les voix de l'extrême droite. Mais comme les gens ne savent plus pour qui voter, ils ont presque tout tenté. Ils se disent, bon, allez, on va tenter l'extrême droite. Il y a même des gens d'origine africaine ou d'origine Afrique noire ou maghrébine qui sont allés voter pour l'extrême droite. Donc, ça va être première conséquence. Les gens vont avoir peur. Ils vont vouloir retourner chez eux. Voilà. Et les gens vont anticiper leur retour dans leur pays d'origine, dans le pays d'origine de leurs parents. Pratiquement ce qui a été fait aux États-Unis avec le président Trump. Hein. Voilà, c'était comme ça. Il y a eu un retour, un retour énorme, comme ça, énorme. Et deuxièmement, c'est cette jeune génération
qui ne connaît pas trop l'Afrique, qui ne connaît pas les origines de leurs parents, qui vont se sentir menacés par les propos racistes, la xénophobie, le racisme qui va venir. Il va y avoir beaucoup de choses et j'espère qu'il n'aura pas ces attentats, parfois commis par certaines couches de personnes qui sont d'origine étrangère. Donc, il a pris un risque, le président, en optant pour la dissolution de l'Assemblée nationale, mais rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Moi, je ne crois même pas qu'il y aura une grande différence entre ce qui s'est passé avec les élections européennes et les élections législatives qui vont avoir lieu. Ça va être pratiquement la même mouvance. Parce que là-bas, on ne peut pas corrompre. Ce n'est pas les 5 bidons d'huile ou les 2000 francs qu'on va donner, qu'on a eu. Voilà. Et les t-shirts qu'on donne, les gens, ils votent. Et le résultat est assez clair. C'est pour ça que les résultats sont connus très vite, le même jour. Donc, il y aura de lourdes conséquences. Et ça peut amener, on ne le souhaite pas aussi, à de nouvelles frictions entre les pays d'Afrique noire ou d'Afrique maghrébine qui vont voir leurs ressortissants d'origine menacés par la xénophobie, par le racisme. Donc c'est assez risqué. Voilà, lui c'est un politique ou un semblant de politique. Il a opté pour ça, mais je pense qu'il ne mesure pas les conséquences. Parce que l'extrême droite, quand elle arrivait en 2002, je me rappelle très bien, j'étais sur Paris, je suis allé voir mes collègues, j'ai dit attention, l'extrême droite va arriver au pouvoir. On m'a fait sortir, oh c'est pas possible en France, c'est un pays cosmopolite. Et bien on a vu le résultat, c'est là où Marine Le Pen, ou en tout cas son père, est arrivé vraiment aux affaires dans beaucoup de départements français. Et ça n'arrête pas, ça monte. Ils ne régressent pas ces gens-là, ils sont en train de monter parce que justement ils savent où piquer. Et ils dénoncent vraiment les salles politiques, excusez-moi du terme, ou vraiment les salles politiques de la droite, de la gauche, qui n'ont pas pu donner satisfaction au peuple. Et les gens vont tenter tout et n'importe quoi, ils n'ont rien à perdre. Mais malheureusement, les conséquences vont être lourdes pour la diaspora malienne et même toute la diaspora qui est en France. Merci beaucoup, Dr Haïdara. Marine Le Pen l'avait annoncé, elle l'a dit tout de suite après la dissolution, qu'en tout cas son mouvement est déjà bien préparé et il s'attendait à cette dissolution. Exactement. Oui. Moi, je crois que nous sommes dans un monde où le retour sur soi, le repli sur soi est en train de gagner du terrain partout. Même au Mali, quand on voit, même quand on regarde notre manière de gouverner aujourd'hui, on voit que nous on n'a pas ces qualifications, ces classements, mais on est en train de voir que dans la politique normale, on est dans ce qu'on appelle l'extrême droite. Parce qu'on est quand même des nationalistes. On a des nationalistes au pouvoir aujourd'hui qui ont des préférences nationales. Au Sahel, partout. En Côte d'Ivoire, c'est un peu acceptable. Mais aujourd'hui, partout où il y a des nouvelles élections, que ce soit au Portugal, en Italie, en Espagne, on a vu que l'extrême droite, les ultra-conservateurs sont en train de revenir sur les affaires. Bon, pas revenir, mais venir même, parce que c'est leur première fois de gagner comme ça des sièges, de nombre important de sièges dans les élections législatives ou nationales. Donc vous voyez que c'est tout ça parce que aujourd'hui les gens pensent que c'est l'autre le problème. Mon problème c'est l'autre. Et quand on est dans cette configuration, on va tous peut-être perdre, comme il a dit en France aujourd'hui, quand on voit les migrants, la part dans le même dans les impôts, la part des migrants, c'est énorme. Et tout ce qui est nettoyage, quand on voit Paris belle, les restaurants, quand on vous dit que les Champs-Élysées c'est la plus belle avenue du monde, parce que ce sont les migrants qui nettoient ça chaque matin. C'est pas les Français de souche qui le font. C'est les migrants qui le font. Tous les entre guillemets, sale boulot, entre guillemets, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est les migrants qui font. Les maîtres d'œuvre, les constructions, c'est des migrants. C'est pas seulement des migrants noirs, mais même les Portugais qui viennent en France. En Allemagne, les Turcs, voilà, par exemple. Tout ce qui est bâtiment en France, c'est les Portugais. Donc quand tu vois tout ça et que Marine Le Pen vient dire nos préférences nationales, on va débouter tous ceux qui ne sont pas français hors de nos frontières, elle va voir quel bois la France va chauffer. Donc moi j'ai de l'espoir. Moi je viens d'écouter même
Quand vous m'appelez, j'étais en train de suivre la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Il a tenu une conférence de presse où il a donné pourquoi, les raisons pour lesquelles il a dissous l'Assemblée nationale. Moi, j'ai l'impression qu'il veut mettre l'extrême droite devant les faits pour montrer aux Français que vous pensez que cet extrême droit-là, le Rassemblement national peut faire quelque chose, ils ne peuvent rien. Donc, pour préparer les élections futures, pour ne pas leur donner le pouvoir. Par exemple, quand les élections législatives vont venir, peut-être le Rassemblement national va avoir tous les sièges, ou presque la majorité, et ils vont devenir Premier ministre. Donc, le président Macron va dire, comme ça va être la cohabitation, il va dire, je vous laisse gérer les affaires courantes. Donc, ils vont voir, maintenant, les Français vont voir les actions, la gestion des affaires de RN. Et comme ça, maintenant, les élections présidentielles à venir, Macron va dire, voilà, vous avez dit que c'est les RN la peut faire. Mais vous avez vu les résultats, c'est catastrophique. Mais donc, ils ne sont pas mieux. Mais sauf que les dégâts seront... D'ici là, exactement, les dégâts seront catastrophiques. Mais moi, je suis sûr et certain qu'il y a souvent ce qu'on appelle la raison d'État peu prévalable sur les décisions politiques. Souvent, avant d'arriver aux affaires, ils prennent des promesses électoralistes. Mais arrivé au pouvoir, je suis sûr et certain que Marine Le Pen n'osera pas de chasser les binationaux ou les migrants. Parce que sans eux, il y a certains secteurs-là ne marchent même pas, ne fonctionnent même pas. Non, mais il y a deux choses dont la diaspora comment dire, se méfie beaucoup, notamment les aides. Les aides par rapport aux binationaux. Marine Le Pen a carrément dit que ça allait être suspendu. Hein. Elle n'a pas il le cotise aussi, caché. C'est les impôts de ces mêmes citoyens. Voilà, il cotise ces mêmes citoyens. Celui qui balaye, il paye. Sauf que comme il ne gagne pas assez, l'État complète. C'est pas il vient s'asseoir comme ça, parce que même les demandeurs d'emploi, ils ont des indemnités, mais on te dit, tu as un certain délai pour te trouver du travail. Tu as des démarches à faire. Exact. Tu ne le fais pas, on va te sucrer, entre guillemets, des indemnités. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire à l'auditoire que les gens sont là sur les canapés en train de regarder des séries télé et qu'ils ont de l'argent. Non. Ils ont payé, eux, et leurs grands-parents ont payé très lourd. Et ça, la France ne l'a pas compris. Qu'il y a eu des millions de morts pour cette deuxième guerre mondiale et l'Afrique a perdu un lourd fardeau. Et les intellectuels qui sont en France, ils payent encore cher, très cher. On travaille très dur. Et donc, les gens sont là, mais ils ont des salaires de misère. Oui. Et quand on a un salaire de misère, c'est le système qui fait qu'on te complète pour que tu aies un minimum de vie décente. Voilà, c'est clair. Ça n'existe pas dans nos pays, mais chez eux, c'est comme ça. Voilà, c'est le système qui est comme ça. Tu as droit à ça et on te le donne. D'accord. En tout cas, les élections sont prévues pour le 30 juin prochain. On va suivre ça de très près et sur ce plateau, on fera un décryptage des résultats. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, nos dossiers sont mis de côté pour certains et bouclés. Voilà. On a notre invité sur le plateau, Dr Ibrahim Aïdara. Il est psychologue plutôt, et promoteur du cabinet Psy2A. Voilà. Il y a beaucoup d'S quand même. Psy de psychologue. Psy de psychologue, voilà. Alors, on profite de votre venue sur ce plateau pour savoir quels sont les effets sur la santé mentale des populations dues essentiellement au manque d'électricité et à la situation socio-économique que nous vivons, vraiment. Et surtout, les enfants. Justement, j'allais commencer par les enfants parce qu'on a tendance à les oublier. Ils ne parlent pas, ils subissent. Nous, on subit, mais on parle. On dénonce. Mais sincèrement, sur le plan mental, c'est assez clair. Pour les enfants, des enfants qui ont l'habitude de jouer dans le salon ou de regarder une série télé, bon, c'est pour détendre les parents et les enfants aussi se détendent. Ils ne peuvent pas. Ceux qui travaillent, qui révisent, le bac, le DEF, tous ces examens, il n'y a pas de lumière. Donc, ça veut dire que les conditions de vie se dégradent de jour en jour et ça crée vraiment beaucoup de frustration. Et n'oublions pas les troubles du sommeil. Parce que quand il fait chaud, il fait très très chaud en ce moment, on n'a pas de ventilo, on n'a pas de clim, on n'a pas d'eau fraîche, on n'a pas de jus frais. Et donc, les gens vont se sentir très mal. Je compare un peu à l'époque où il y avait le Covid, le coronavirus en Europe. Ça fait beaucoup de dégâts sur le plan psychologique. Il y a des couples qui se sont déchirés.
Il y a des gens qui sont devenus beaucoup plus agressifs, donc parce que justement on les a enfermés dans leur boîte, ils ne devaient pas sortir. Il y avait des couvre-feux, j'étais à l'époque là-bas. Et donc on a la même chose ici. C'est-à-dire on est libre de mouvement, mais on vit très mal le fait qu'on soit chez soi. Et donc il est vraiment important que les parents fassent attention, être moins nerveux, même s'ils sont énervés parce qu'il fait chaud, il n'y a pas d'électricité. Ces bouts de chou, ces enfants qui sont là, ces petits anges qui sont là, il faut essayer de trouver des alternatives pour pouvoir les soulager. Et ça, c'est pas vraiment facile. Et même la perte d'appétit aussi, c'est quelque chose pour ça. Voilà, on n'a pas envie de manger parce qu'il fait chaud. Les plats ne sont pas bons comme avant. Peut-être même il y a des plats qui sont décomposés parce que tout le monde n'a pas le pouvoir d'aller acheter tous les jours quelque chose pour s'alimenter. On va conserver un peu plus. On va anticiper la veille pour griller un peu la viande, mais la nuit reste quand même chaude. Et donc il y a beaucoup de conséquences sur le plan psychologique. Et n'oublions surtout pas l'inquiétude que ça génère. On ne sait pas ce qu'on sera demain. Et quand je dis demain, c'est demain tout près, mais c'est demain aussi dans quelques mois, voire même dans une année et 3 mois, 15 jours, quand les groupes seront là ou autres, ou les panneaux solaires. Donc vraiment, il y a une sorte d'inquiétude grandissante qui va essayer de nous envahir d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, chaque individu a des capacités de résilience. On peut résister d'une façon ou d'une autre à telle ou telle crise, mais ce n'est pas du tout évident. D'où la nécessité de trouver des alternatives et encore une fois de penser peut-être à des solutions beaucoup plus rapides. Je disais des assises de crise énergétique, de cette crise énergétique. Bon, on ne va pas encore en créer parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent, mais il faut vraiment que les dirigeants de l'EDEM, par exemple, je ne comprends pas pourquoi ils ne parlent pas concrètement de ce qui ne va pas dans leur entreprise, quitte à dénoncer l'État, parce qu'il y en a qui disent que c'est l'État qui ne paye pas les factures. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont des branchements fantoches, voilà, qui fait que la consommation est énorme. On sait que les salariés ou certains salariés d'EDM ne payent pas l'intégralité de leurs factures parce qu'ils ont des avantages. Est-ce qu'il ne faut pas renégocier? Voilà un syndicat qui doit avoir un peu de sentiment de patriotisme envers les citoyens, renoncer un peu à cette faveur qu'on vous a donnée, ne serait-ce que sur un certain temps, pour qu'on puisse avoir quelque chose. Donc l'inquiétude est là, la frustration est là, il y a vraiment le manque de sommeil. Vous savez, quand on ne dort pas, les conséquences sont très très palpables. Voilà, on devient agressif, on n'a pas envie d'aller travailler, on va imaginer des excuses pour ne pas aller travailler, on va réduire ses activités de production. Le peu qu'on peut produire, on ne peut plus parce que justement on n'a pas de ressources physiques et mentales. Le moral n'est pas bon. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans cette crise énergétique, dans cette coupure ou ce délestage qui dure depuis un certain temps. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est bon à savoir tout cela sous l'eau. Vous avez... D'accord, aujourd'hui vous avez un cabinet, vous recevez des patients. Quels sont le type de patients que vous recevez? Est-ce que c'est des nantis, des moins nantis, ou est-ce que les gens comme moi sont accessibles? Les gens comme vous, c'est quoi? Les moins lui nantis. comme riche, Les moins nantis. Les nantis. Les moins nantis. Non, il est vrai que c'est une profession qui va plutôt vers les personnes à peu près aisées. Ça, je ne vais pas mentir. Voilà, je ne travaille pas à l'hôpital du Point G au service de psychiatrie où les frais de consultation sont abordables, mais les conditions d'accueil et voilà, d'accompagnement des patients, voilà, à l'ancien Kamando, c'est pas la même chose que chez moi. Donc, effectivement, ce sont des gens qui ont un certain niveau de vie correct, c'est-à-dire qu'ils ont un bon emploi. Ce ne sont pas des chômeurs, très peu. Même s'ils sont au chômage, ils ont la famille derrière. C'est des gens qui ont une maison, une voiture et qui arrivent à manger tous les jours, voilà, qui ne s'inquiètent pas comme les citoyens lambda. Et donc, il y a aussi d'autres personnes, justement, qui sont extrêmement riches, qui voient les affaires baisser. Ça, on l'oublie. Ces milliardaires, ils râlent aussi. Ils se disent que les affaires ne marchent pas, donc ils ne vont plus venir voir le psychologue parce que justement, ils ont d'autres inquiétudes. Même si les gens pensent que c'est des gens qui n'ont pas de problème, ils ont leurs problèmes à eux. Et donc, voilà, le problème, il touche la population, mais tout le monde ne peut pas venir. Et ce qui a fait que depuis un certain temps, depuis le 1er mai, j'ai essayé de baisser un peu les frais de consultation pour qu'ils puissent avoir un peu plus de personnes, qu'ils puissent avoir accès à mes services, voire même à orienter des personnes vers les services publics ou d'autres spécialistes qui peuvent les soulager. Donc ça reste une profession de luxe, mais c'est une profession dont tout le monde a besoin. Voilà, parce que... Justement, le rôle d'un psychologue, c'est quoi? Eh bien, c'est d'apaiser.
c'est d'apaiser, on ne va pas bien, on accumule un certain nombre de problèmes, et c'est ce que je disais en aparté, on vous salue, vous dites que ça va alors que ça ne va pas. Et on est dans un pays où le regard des autres est vraiment assez important, on ne veut pas montrer à l'autre qu'on ne va pas bien, on va cacher que ça ne va pas dans le foyer, on va cacher que ça ne va pas au travail, on va cacher comme quoi on peut vivre de façon continue comme une personne aisée alors qu'on n'a plus. Parce que les gens ne vont même pas croire que vous n'avez pas les moyens de vous nourrir. Mais bien sûr, si vous avez des entrées qui diminuent, vous n'aurez plus les mêmes moyens, vous êtes obligé d'ajuster ce que vous mangez. Le clim, au lieu de l'allumer une demi-journée, vous l'allumerez qu'une heure seulement, parce que justement, tous les groupes ne peuvent pas tenir. Donc, il y a une baisse de revenus qui va générer une modification de votre façon de vivre. Et même les sorties, voilà, même aller voir ses parents et les personnes âgées qui sont là, on sait très bien que ce n'est pas évident du tout pour eux. Donc, on est là pour apaiser les gens qui ont beaucoup de problèmes, qui viennent chercher une écoute attentive, parce que tout le monde n'est pas attentif envers l'autre. Et aussi, on se rassure que cette personne, comme elle est neutre, elle n'appartient pas à la famille, elle peut nous apporter des solutions. Donc, on accompagne les gens, on leur met sur une voie un peu plus facile à emprunter pour qu'ils puissent trouver des solutions adéquates, des solutions rapides à leurs problèmes. Et je dis toujours, je ne sais pas pourquoi, par quel miracle, l'Africain a toujours plus de capacité de résilience. On arrive toujours à sortir vite de ce qu'on a comme souffrance, comme détresse par rapport à l'Occident. Mais on a de plus en plus de problèmes que les Occidentaux. Et ça, je le constate depuis 7 ans où je suis au Mali, que les gens, ils ont énormément de problèmes, mais ils arrivent par miracle, parfois aussi la foi qui joue, parfois ce que j'appelle la personne ressource, l'ami ou un parent qui est là, ou quelqu'un qui peut vous dépanner, et ça vous arrive à tenir le bout. Mais c'est quelque chose de très très ponctuel. Et ce qui fait que les gens, ils fonctionnent en dents de scie sur le moral. Voilà, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Merci beaucoup, docteur Aïdara. Le temps est un petit peu juste pour nous. Juste une dernière question et pour clôturer tout ça. Quelle attitude avoir pour amoindrir les effets? Alors, il faut se dire, il faut être réaliste. Sincèrement, quoi que l'on dise à la télé, quoi que l'on montre à la télé, il faut se dire méfiance. C'est-à-dire que on nous amène des groupes, c'est bien, ça réjouit, mais on sait très bien qu'il y a du carburant pour faire fonctionner. Ces coupures d'électricité, c'est vrai, elles sont là. Il faut que les gens arrivent à trouver d'autres astuces. C'est-à-dire on peut éviter de consommer beaucoup dans les dépenses qui sont parfois inutiles parce qu'on n'a pas assez de revenus. Donc essayons de garder un peu de liquidité sur nous pour éviter une prochaine grève ou arrêt de travail du SINABEF. Il faut garder un peu de liquidité sur soi et il faut se dire que cette crise, elle va prendre du temps. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être que ce ne sera pas très long, on l'espère. J'espère vraiment que ça ne prenne pas du temps. Et on se dit qu'il faut s'entraider. Donc, on doit être très vigilant par rapport à l'autre. L'autre, c'est quoi? C'est son épouse, c'est son mari, c'est son enfant, c'est sa belle-mère. Voilà. Il faut qu'on essaie de se supporter, de tolérer certaines choses pour qu'on puisse vivre de façon à peu près agréable. Donc ça nous permet de surmonter le quotidien parce que c'est ça le problème. Comment on arrive à demain? D'accord. Parce que demain peut être très très long pour certains. Merci beaucoup, docteur Ibrahim Aïdara, psychologue, promoteur du cabinet Psy de ZA. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce décryptage et surtout pour pouvoir nous apporter des astuces par rapport à tout ce que nous vivons actuellement au Mali. Soulo, on s'est dit à la prochaine. Inch'Allah, à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et essaye de trouver un bon bélier. Voilà. Je veux faire un tour en famille là pour faire la fête. Il n'y a plus d'arrêt de travail, il n'y a pas de raison de ne pas s'acheter un bélier. Là. En tout cas. S'il y a un peu d'argent. En tout cas. Maintenant, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Ça aussi, si je me permets, il ne faut pas qu'on se mette une pression énorme qu'il faut un bélier de 500 000. Exactement. Très sincèrement, on n'a pas les moyens. La religion le dit. Quand on ne peut pas avoir un bélier, on trouve autre chose. Et quand on ne trouve pas autre chose, on laisse tomber. On laisse tomber. Mais oui, qu'on ne regarde pas le regard des autres. Ça aussi, ce sont des astuces pour pouvoir maintenir une bonne santé mentale. C'était Demandé TV. On se dit à la prochaine. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce
plateau d'entretien brut qui a été toujours, je l'espère, brut à vos yeux, brut de manière sincère et véridique, mais pas brutale, je le répète ici. On se dit à la prochaine. On fait un coucou à la diaspora qui nous regarde par le monde. Voilà, la diaspora française surtout, surtout celle qui est en Europe, on va dire. Et on suit de très près tout ça. On se dit à la prochaine. Entre-temps, restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.